Apéro spécial Sophomore. Les deuxième années. Yes sir. Deuxième année. Deux comme le nombre de All-Star. Parce que bon, maintenant les gens savent. Exactement. Et c'était pas faute d'avoir prévenu. Hein. Tout à fait. 2 comme le nombre de coachs à Atlanta cette saison. Voilà, on s'installe tranquillou en vous faisant la bise. On espère que vous allez bien. Petit apéro spécial Sophomore. Ah, de quoi on va parler ? Eh bien, c'est simple. C'est une habitude qu'on essaie de prendre. Souvent, la NBA décerne des trophées donc chaque année en ayant notamment le rookie de l'année, le MVP, le défenseur de l'année. Et compagnie, ouais. Évidemment, le bon coach. Mais il y a aussi des garçons qui ont déjà fait une année professionnelle en NBA et qui atteignent leur deuxième saison, ce sont donc des sophomores par définition. Il y en a plein, on les a oubliés, c'est un petit peu comme les jouets dans Toy Story, c'est-à-dire Zion, je n'ai plus envie de jouer avec toi, je veux jouer avec LaMelo Ball maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus dans la hype, ça suffit. Mais il y a quand même des garçons qui performent bien comme il faut, et au bout de 1 an et demi chez les pros, c'est l'occasion de parler de ces garçons. Ouais, puis on sait que c'est d'ailleurs pour ça qu'on considère pas trop les sophomores dans le trophée de MIP, de meilleure progression, parce qu'on s'attend à une progression. C'est-à-dire que logiquement, entre ton année de rookie où tu découvres beaucoup de choses, où tu débarques et t'es chez les adultes, tout d'un coup t'es chez les grands et tout est plus compliqué, sauf pour certains qui n'en ont absolument rien à battre, mais ils sont quand même pas si nombreux que ça. Oui. Donc la plupart du temps c'est un peu plus compliqué ta première année, et de la deuxième année t'es censé revenir avec un peu plus de certitude et montrer au moins le début de ton potentiel. C'est ça. Donc progresser. Malheureusement, c'est pas le cas forcément de tout le monde. Hein. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde exactement, parce qu'il y en a qui progressent, chouette, il y en a qui régressent. Il y en a aussi qui sortent out of nowhere. Stagnent, il y en a qui se blessent. La saison rookie, on l'avait pas trop vu venir, et puis les mecs en sophomore ont fait. En fait, ça va. On a vu le plafond. Salut Devonte Graham. C'est ça. On a vu le plafond. C'est ça la dernière Devonte Graham. Il y a eu un peu de oh putain, on s'y attendait pas tout à fait. Et puis il y en a d'autres aussi, on se dit genre quel potentiel extraordinaire, mais à confirmer parce que parfois c'est du sportif, parfois c'est de l'extra-sportif. Et donc, justement, on va vous expliquer un petit peu le concept. On a divisé ça en 3 paniers. Le haut du panier avec les garçons qui font vraiment du bon boulot. Là, en année 2, c'est bon. Au bout d'1 an et demi, on se dit ok, ça c'est du safe. On va pouvoir se baser dessus. Vous pouvez évidemment rentrer certains joueurs dans ce panier ou dans celui du milieu qui est à confirmer, à surveiller de très très près. Ouais, la middle class des paniers, quoi. Exactement, magnifique pour ceux qui aiment faire de la socio. Et enfin, on va terminer avec une classe que je n'ai pas envie de nommer, mais qui est plutôt attention, warning, va falloir faire très très gaffe parce que eux. T'as bossé ton mandarin ou oh là là. T'as bossé tes cours de mandarin ou pas ? Comment ça se passe ? Exactement. Cette classe-là dont tu parles. Hein ? Tout à fait. Voilà. J'espère que t'aimes les chauves-souris, frérot. Parce que tu vas jouer dans une ligue où on joue pas l'hymne américain en tout début, quoi. Non. Évidemment, juste spoiler, parce qu'on le sait, vous êtes tous et toutes très passionnés, et donc à chaque fois, il y en a qui nous disent « Mais vous avez pas parlé de lui, le 54e pick de la draft 2019 ?» Alors oui, non. Oui, mais non. En fait. C'est ça. Hein. On ne va pas parler de tout le monde. On ne peut pas parler de tout le monde. On va essayer de faire un tour assez global de plein de joueurs. Exactement. En les répartissant un peu dans nos petits paniers, tout ça. Tout à fait. Mais oui, non, on ne va pas se taper les 60 pics. En plus, ça ne serait pas pertinent. Donc, il y a moyen de trier un petit peu, quoi, on va dire. Spoiler tout de suite pour mes amis les Cavs. Dylan Windler, j'en ai rien à foutre. Non mais très bien, super, bon bras, mais lui par exemple on va pas en parler en détail. Par contre il y a des garçons tout de suite et on va attaquer, ne pas perdre de temps. On va démarrer tout de suite dans le haut du panier. Alex, tout de suite de qui tu as envie de parler? Bon bah le haut du panier, hein, tout de suite tu mets Zion, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est normal. L'année dernière, saison rookie, donc il a joué une 20aine de matchs, et donc c'était compliqué, il était blessé et tout, machin, mais déjà les 20 matchs qu'il a joué, on avait bien vu qu'il était capable de produire tout de suite, au minimum, de scorer avec des très hauts pourcentages, et de faire très très mal avec sa présence physique de bête furieuse. Et là, bon... Bah déjà, l'année dernière, il y avait un All-Star à New Orleans, donc c'était Brandon Ingram. Cette année, il y a un All-Star à New Orleans, c'est Zion Williamson, déjà. Il n'y a pas de débat. Et il n'y a pas de débat parce que l'autre... Ah, la vache. Putain, il est bon, salaud. Il est bon, hein. Faut reconnaître. Hein. Fort. Déjà, donc il y a sa force physique. Donc ça, c'est surprise pour personne. C'est-à-dire que le mec fait la taille de Jason Tatum, mais le poids de Shaquille O'Neal, et il a une détente genre bizarre. C'est vrai, hein. C'est un package absolument incroyable. Extraordinaire. C'est vrai, j'avais déjà employé, je sais plus pour quel joueur, l'expression de frigo sur ressort. C'est vraiment ça. Incroyable, quoi. Il est d'une puissance. Il est d'une dureté au contact. Il se lance en l'air, il rentre dans les corps des autres, il en a rien à faire. Ça ne change pas sa trajectoire. Donc il y a ce côté athlète absolument
hors du... Ah bah c'est générationnel. Hors du commun, même en NBA, je veux dire. Où pourtant, attention, des athlètes hors du commun, c'est pas ce qui manque sur les parquets NBA, il y en a quasiment un dans chaque équipe. Quasiment. Disons qu'on a les meilleures espèces de la Terre dans la même ligue. Et lui, il est en haut du panier. Lui, il est en haut du panier. Et donc cette année, là où il a plus de responsabilités, plus de temps de jeu avec de la régularité, c'est-à-dire que Zion, il est là, il joue ses 30, 32, 35, 28. Tous les soirs. Entre 28 et 36 minutes en fonction du match, tous les soirs. Il est extrêmement propre au scoring, c'est-à-dire qu'il a cette intelligence, moi je suis assez fan de ça, il a cette intelligence dans le choix des situations, dans le choix des mismatchs et dans la façon dont il attaque le cercle, parce que quand même l'attaque de Zion, quand même c'est attaquer le cercle, ça, il prend des petits tirs de temps en temps et tout, mais c'est quand même pas non plus un sniper, même s'il peut en mettre, mais c'est pas un sniper, puis de toute façon pour l'instant, pour l'empêcher d'aller au cercle, de toute façon c'est pas compliqué, il faut être 3 et il faut espérer qu'il lâche sa balle. Il faut avoir 18 fautes. Et balle qui lâche assez bien, il lâche intelligemment la balle, il choisit bien, il finit bien. Et moi, j'ai beaucoup aimé son match, là. Je crois que c'était contre les Celtics. Ouais. C'est contre il y a contre les Celtics, il y a contre Utah. Alors, il y a Utah où il fait un match énorme. Mais celui-là, match énorme, incroyable et tout. Mais contre les Celtics, il fait une première mi-temps dégueulasse, compliquée, extrêmement bien défendue, comme savent le faire parfois cette saison les Celtics, c'est-à-dire ils savent bien faire déjouer un joueur avec des aides, des prises à deux à contre-temps et tout, avec Daniel Theis en couverture, enfin tu vois, genre ils savent faire ça. Première mi-temps cauchemardesque pour Zion, et l'autre il revient en deuxième mi-temps, il a réfléchi, il s'est ajusté, ça l'a énervé, il revient avec la niaque et il domine. Non, la saison 2 de Zion est vraiment forte. Du bois, faut pas qu'il se blesse celui-là, parce que vraiment on a envie de le voir. Tu te rends compte qu'il a 20 ans lui, hein. Ah mais bien sûr. Lui, on a envie de le voir à 26, 27, 28, là en prime, en pleine forme. Prime total, c'est clair que c'est ce qui va être attendu. Moi je t'avoue que évidemment, pour compléter un petit peu sur ce que tu as dit, là où je suis bien content, c'est qu'on n'a pas en effet les soucis physiques pour le moment, donc on peut en profiter au max. On en avait parlé dans un autre apéro, c'était pas celui qui avait le moins de pression sur terre, quand même, au niveau médiatique. C'est un garçon qui arrivait avec une hype démesurée, totale. Il y a eu des comparaisons dans tous les sens. Le mec savait, et on a entendu à quel point il avait la tête sur les épaules, mais il savait qu'à chaque fois qu'il allait pouvoir avoir du prime time, ça allait être Zion versus LeBron, Zion versus Luka, Zion versus Giannis. C'est un mec, il est dans le viseur de tout le monde depuis des mois. Il y a eu balle de critique parce qu'on le voit arriver un petit peu avec sa démarche rigolote. Il est chelou. Il est chelou, on le voit avec sa démarche un peu rigolote. On dit surpoids, pas surpoids. Quoi qu'il en soit, il y avait des... Les adversaires disent trop gros. Bah ouais, mais le problème c'est que tu prends tarif. Et on a vu un garçon dont on va parler juste après, évidemment Ja Morant, qui a mis quand même une sacrée pression en année 1 et qui a dit bon bah en fait c'est peut-être moi le meilleur joueur de cette cuvée. Bah année 2, c'est pas sûr. Année 2, je remets l'église au centre du village. Je suis Zion Williamson, c'est moi le crack de cette cuvée. En attendant la réponse des autres, ça je suis très fan parce que encore une fois, tu l'as dit, athlétique, technique, tout ça, pas de problème, on va pouvoir voir au lancer à 3 points, etc. Bien, hein. Mais alors dans la tête, je suis ultra fan. Tout ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est les résultats des Pélicans. C'est-à-dire que Zion, c'est très bien, merci, mais comment ça se passe autour de... Est-ce que ça couvre aussi pas mal tout ce qui se passe avec Stan Van Gundy, Eric Bledsoe et compagnie? En tout cas, c'est sûr que quand tu as un joueur comme ça dans les mains, il va falloir faire mieux que 14e, ou je sais pas, ils sont 12e, bref, j'ai pas leur classement. C'est un peu violent. Tu m'as compris, ça joue pas assez bien par rapport à ce que Zion peut être fort. Non, c'est clair. Et puis on attend aussi les quelques posters incroyables qu'on aura dans la carrière de Zion, parce qu'il y en aura. Il y a des gens qui vont... Ouais, exactement. Il y a des gens dont les carrières vont s'arrêter contre le torse de Zion. Je pense que lui, il a vu Anthony Edwards l'autre jour et il a fait... il est beau en même temps. J'arrive. Ouais, mais ses dunks sont incroyables. Il force pas, il a vraiment ce côté bizarre. Le pépère, là, de 125 ou 130 kills, là, il pousse sur la pointe des pieds, tu sais, hop, il a le menton dans le cercle. Non, c'est très violent. C'est des mecs incroyables. Donc ouais, juste petite question pour finir sur Zion. Les rebonds, le shoot, où est-ce que tu aimerais le voir éventuellement prendre un peu plus de corps? Moi, je vais lui donner du temps déjà, parce que souvent on est hyper impatient avec ce garçon. On lui a donné zéro timing à ce garçon. On l'attend depuis le premier soir, première pré-saison. C'est vrai que lui, il y a un petit côté à la Bronbron ou à la d'autres gars comme ça, là, en mode genre, allez, c'est toi le meilleur. Là. Tout de suite, voilà. Allez, c'est toi le meilleur. Et si t'es pas meilleur, allez, attention. t'es le meilleur. C'est ça. Donc moi, j'aimerais bien lui donner du temps.
Et après, évidemment, c'est sur la régularité défensive parce que combien de fois on a rencontré ces garçons qui sont doués offensivement, qui ont tout ce qu'il faut athlétiquement. Zion, il peut tout faire. Zion, il peut slider en termes de vitesse pour tenir sur plusieurs postes. Il a le coffre pour aller bumper. Mais l'autre, je veux dire, il y a André Drummond en ville, à mon avis, il plante ses pieds, il va faire. C'est clair. Tu vois ? Et il recule pas. Et je serais même pas étonné, parce que ça sera pas sa tendance, mais je serais même pas étonné qu'un garçon intelligent comme ça puisse comprendre ensuite toutes les roublardises du jeu, c'est-à-dire passage en force, comment provoquer, etc. Parce qu'il a cette rapidité latérale pour tenir des gars, donc surtout en défense. Parce qu'en attaque, il va trouver quoi qu'il arrive. Double, triple team. Il trouve toujours là. Cette saison, pour l'instant, il trouve toujours. Variété et dans pourtant, le autour aussi. de lui, c'est pas toujours la fête. Non, c'est pour ça. Voilà. L'autre, il a le choix entre Bledsoe et je sais pas qui pour la donner. Waouh, il regarde Van Gundy, il fait. C'est pas parce qu'on fait le même poids que tu vas me laisser tout seul. Hein. Comment ça, William Hernan Gomez ? Je comprends rien. Zion, évidemment, c'est grand feu vert, c'est tout en haut du panier. L'autre garçon dont on va parler maintenant en transition, c'est monsieur Ja Morant, qui était évidemment et qui est le rookie de l'année en titre, qui a une saison 2 évidemment plus compliquée que la première. La première, c'était un véritable conte de fées. Sur la deuxième, on a un début de saison qui est hors norme, mais ensuite une petite blessure. Les Grizzlies retrouvent un petit peu leur jeu. Une petite blessure, il y a eu du Covid, des matchs reportés. Ah ouais, non, ils font partie des équipes qui ont le moins joué. Bien sûr, compliqué. Non, c'est clair, c'est relou, c'est compliqué. Malgré tout ça, fait sa prod. Ça entretient un petit bilan grosso modo à l'équilibre à l'ouest. C'est ça. Il a un meilleur bilan que Zion Williamson, l'autre. Alors, ça joue mieux autour de lui, attention. Tout à fait. Ça joue nettement mieux. Attention. Par contre, la prod de Ja n'est pas sensiblement ultra meilleure c'est que... la même. Tout à fait. Ouais. Non, c'est pour ça que je mettais la blessure tout de suite en avant. C'est ce qui s'est passé chez les Nets, c'est que ça l'a bloqué parce que sur le début de saison, il partait sur des 25 points de moyenne. On était là, genre, qui peut arrêter Ja Morant. Ouais, donc j'adore ce joueur. C'est la darling de la NBA depuis un moment. J'espère vraiment que ça va repartir un peu à la hausse pour lui en termes individuels, qu'il va retrouver le rythme qu'il n'a pas encore tout à fait retrouvé. Ouais. Quand tu vois les matchs de Memphis ces derniers temps, genre Memphis a eu pas mal de blessés, en plus pas mal de trucs et tout, mais tu sens aussi que Ja Morant est pas encore... il n'a pas encore retrouvé son peps là. Je sais pas où il en est exactement de sa blessure et tout, mais il faut un petit peu de temps, faut que ça revienne et tout. Donc j'espère par exemple après la pause du All-Star Break, tu vois, qu'il va pouvoir revenir un peu en mode couteau entre les dents et tout. Bah bien sûr. Il a la chance d'être dans un très bon collectif, avec un très bon coach, avec des joueurs autour de lui qui lui font confiance. C'est lui le patron. Ah oui, non mais c'est sûr, c'est lui qui fait le travail. Après, il y a eu les intégrations à Justice Winslow récemment. On va attendre le retour de Jaren Jackson Jr. Mais c'est vrai que on a souvent été, et je parle au nom des copains notamment de la TTFL, parce que Dieu sait si à chaque fois quand on a des joueurs qui explosent comme ça, on aime bien après les utiliser en Trash Talk Fantasy League, c'est qu'on a attendu ces espèces d'explosions offensives, on se disait, allez, Ja Morant ce soir il affronte, bon, victoire, mais 19 points, 8 passes, et voilà. Il n'y a pas eu encore les mêmes explosions que le début de saison. Et voilà, mais c'est tout. Depuis, il n'a pas retrouvé ça. Ça n'empêche pas que c'est une bonne saison solide de deuxième année. C'est ça le truc. Bien sûr. C'est qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que Ja Morant, avec une petite blessure, des soucis, du Covid, des coéquipiers blessés et tout, c'est 18-8. Voilà. C'est honnête. Il a 21 ans. Bien sûr. Mais c'est aussi parce que les attentes étaient démesurées après avoir vu sa saison rookie. Ouais. C'est qu'on se disait Russell Westbrook ou Ja Morant. On se le dit encore d'ailleurs. Non, c'est très très bien. En deuxième année, Ja, on va juste attendre en effet la deuxième partie de saison. Voir ce que ça représente. Oui. Autre garçon. Dans le haut du chapeau. Allez. DeAndre Hunter. Ah bah là je suis content. Parce que lui. C'est un 4ème pick de draft ou pas ? Bah là, sur sa année de rookie, on était là genre attention, qu'est-ce qu'ils ont drafté les Hawks ? Là il s'est blessé, mais putain, avant qu'il se blesse là. Ah bah ça on avait choqué quand je disais que c'était le deuxième meilleur joueur d'Atlanta, mais putain c'est Barnon, c'est tranquille. Ouais, et puis tu te rappelles quand on a fait l'apéro Hawks, moi j'étais même là en train de dire en mode genre est-ce que John Collins, est-ce qu'en fait t'as pas envie de mettre DeAndre Hunter à côté de Capella ? Ouais, tout à fait. En 4. Mais oui, non, vrai progrès, vrai potentiel qui s'exprime des deux côtés du terrain. Bon petit cerveau, bien fait pour le basket aussi lui. C'est un daron par rapport à Ja et Zion. Il a 23 il est plus vieux, ça se voit. Ça se voit dans le jeu. Il a fait tout son cursus Virginia. Il est différent. Bien sûr. Mais là, il a eu une belle progression. Alors, j'espère pour lui qu'il va pouvoir revenir de sa blessure et que ça reparte dans cette espèce de petite ambiance un peu bizarre, quand même, du côté d'Atlanta. Open bar, il faut Macmillan. le dire quand même. Open bar.
Mais oui, belle saison de sophomore de DeAndre Hunter. Il défend bien. Il défend très très bien. Il commence à mettre des tirs un peu parce que c'est ça qui manquait quand même pas mal la saison dernière, c'est qu'on était là genre... Dans la variété des shoots, mi-distance, distance, tout, agressivité vers le panier, c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Là, c'est libéré, là. Là, ça va mieux et en fait, on découvre que il a un dribble tout à fait correct. Il peut tout à fait prendre la balle, défier, faire un petit spin move, paf paf, aller au cercle. Il peut spot up, il défend bien, c'est un bel athlète, il est polyvalent. C'est-à-dire qu'en gros, les postes 2, les postes 3, les postes 4, dans la plupart des cas, il peut défendre. Ouais, il a même défendu des 1. Ouais, des 1, après, il va peut-être être un peu en galère, tu vois, quand même, il y a quand même maintenant tellement de 1 qui vont tellement vite, tu vois, donc c'est et Kyrie s'en souvient encore quand il était défendu par DeAndre Hunter. Ouais, non, mais il va pouvoir te faire des séquences comme ça et tout, où on va faire, waouh, ok, ah ouais, tu sais, on va faire genre, ah d'accord, ok, Lillard était chaud, mais en fait, DeAndre Hunter, il a fait, tiens, tais-toi un peu, s'il te plaît, tu vois. Bon, mais... C'est vachement intéressant. Non, mais c'est un super joueur. Moi, j'adore. Je suis très content. Il y avait beaucoup de risques parce qu'il y a beaucoup qui a été lâché pour l'avoir en 4e choix de draft. Quand même, ça a été un transfert qui avait été réalisé avec les Pelicans. C'était la draft un peu chelou là. Mais ouais, tu sens que ça peut être un mec qui va être solide sur les années à venir. Genre, tu peux avoir entre 15 et 20 points voire plus. Avec de la grosse défense et un mec qui va être stable dans une franchise qui a envie d'être stable. Maintenant, j'espère que ça va. Tu peux avoir un joueur j'ai bien dit à la Jimmy Butler, à la... Lou Holding. Oh, ouais, Lou Holding, tout à fait. Ouais, j'allais même citer plus gros, moi. Ouais, tout à fait, bien sûr. Mais à la Jimmy Butler, à la Lou Holding, à ces gars-là, est-ce qu'il a suffisamment de talent pour qu'on puisse un jour le comparer à du Paul George ? Bah, c'est ce qu'il a dit, c'est que c'est Baby Kawhi, mais avant de devenir Kawhi Leonard. Ah oui, Kawhi, carrément, là, ça y est. À la compa, non. La compa d'avant draft, c'était Baby Kawhi. D'accord, ok. Parce que c'est un 6'8 avec des mains démesurées et qui fait le travail. Il a ça. Je vois ce que tire par Paul George, mais par contre, je te dis très clairement, le jour où il a le côté smooth de Paul George en attaque. Smooth, non. On est tous. Quand il aura l'efficacité de Kawhi, vous allez kiffer, je pense pas. Tout à fait. Quand les mid-range seront des lay-ups sans défense. Tout à fait. On en parle quand même. Tout à fait. Mais on a les sophomores de Kawhi et d'autres garçons. On se disait genre. Il progresse, c'est bien. Tout à fait. Non, mais complètement. Il est hyper intéressant. Il est hyper intéressant et j'espère que Nate McMillan et puis le ou les futurs coachs des Hawks lui feront la part belle. Lui feront la part belle parce qu'il y a vraiment un truc. Puis en plus, il est quand même archi complémentaire d'un leader comme Trae Young qui défend pas des masses et qui est pas très athlétique. Donc t'es content d'avoir des mecs comme ça dans l'aile. Ça, c'est clair. Je suis bien d'accord. Je kiffe bien. Monsieur DeAndre Hunter, évidemment que je ne peux que. Qu'est-ce que t'as d'autre ? Je me fais juste un petit package. Premier parce panier, que toujours. Oui, tout à fait. Enfin, je fais juste panier, pardon. Allez, je fais un package un petit peu parce que ce sont des joueurs qui ne sont pas forcément dans cette cuvée. C'est-à-dire qu'il y en a un, si je ne dis pas de bêtises, qui date de la cuvée précédente et un, le spot de draft. Vous irez le chercher. Ce sont des sophomores pour autant. Michael Porter Jr. et Lou Gensdort, qu'on oublie souvent, qui est aussi un sophomore. Mais Lou Gensdort et Michael tellement m'acheter son maillot, je rigole même pas. Mais Lou Gensdort et Michael Porter Jr. Je pense que je vais m'acheter un maillot, ça fait rien que un paquet d'années que je me suis pas acheté un maillot. Rien que marqué Dort avec mes propres sous. Dort. Mais waouh. Non mais bien sûr, MPJ et Dort, je voulais évidemment les mettre en avant parce qu'ils sont dans le haut du panier pour moi. MPJ pour ses qualités offensives hors normes. On avait vu les prémices un peu sur sa saison rookie, on a vu dans la bulle ce qui s'est passé. Saison sophomore, il y a des montagnes russes, c'est-à-dire qu'on a des moments comme contre Washington, en fin de match, où lorsqu'il faut cutter, on n'y va pas et donc on reste dans le corner, on fait du caca. Il énerve énormément. Il y a beaucoup de frustration parfois du côté de Denver au niveau de ses placements défensifs, parce que très clairement Michael Porter Jr. c'est buckets. On avait comparé à certains grands joueurs doués, on s'est dit est-ce qu'on est plus sur la veine Rudy et Carmelo Anthony ? Je pense qu'on est droit dans la compa parce que l'autre côté du terrain n'est pas forcément la priorité. Mais alors par contre dans cette draft, comme talent dans ces joueurs de deuxième année, putain, MPJ c'est chaud quoi. Quand il prend feu, moi je paye Michael Porter Jr. pour le regarder jouer quand il est en feu. C'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. Il est indéfendable. Il en a rien à battre. Il a vraiment le mental du scoreur. J'aime trop. Demandez au Thunder l'entame de match là il y a quelques jours là. Justement, Lou Gensdort. Ouais, il avait pas Lou Gensdort sur lui. Non, tout à fait. Mais... pas pu mettre non, mais c'est parce que je fais la transition parce qu'il y a Lou Gensdort, dont on va parler derrière parce qu'évidemment Michael Porter Jr. on en a parlé déjà en long et en large, donc je le mets dans le haut du panier de ces sophomores. Le haut du panier parce que son talent offensif est un talent offensif de mec du haut du panier et ça se voit déjà. C'est-à-dire que dans une équipe forte avec déjà beaucoup d'armes offensives comme Denver.
Et quand il est en feu en début de match, tous les ballons lui arrivent parce que Niko Jokic qui est quand même juste un petit peu en feu cette saison, et Jamal Murray qui reste quand même un attaquant très correct, lui filent les balles parce qu'ils savent que quand Porter Jr. est en feu, c'est génial. Ouais. J'ai hâte de voir notamment pour Michael Porter Jr. ce que ça va donner sur les playoffs. Évidemment, on attend Denver qui remonte gentiment et qu'ils prennent leur spot dans le top 8 de l'Ouest, parce que c'est là qu'on va voir si le pari qui a été pris par le management de Denver, merci Jeremy Grant, merci Torrey Craig, merci Plumlee, donnons des responsabilités. En training camp de début de saison, Mike Malone qui dit les gars, juste c'est un talent All-NBA, Michael Porter Jr. Bon, les paroles elles ont été dites. Maintenant, il faut suivre avec des actes. Donc à la fois responsabilisation dans le money time et aussi Michael Porter Jr. qui doit progresser en défense, parce que sinon, attention, tu peux te retrouver avec cette étiquette de joueur de talent ciblé. Mais ciblé parce que c'est arrivé plus d'une fois. De l'autre côté du terrain, il y a Lugensdort, qui est un joueur de deuxième année à OKC, qu'on avait vu l'année dernière évidemment exploser dans ce système out of nowhere de Billy Donovan. Et là, c'est sa deuxième année. Et non seulement on a le même niveau défensif qui est hors norme, il a progressé en attaque. Mais il a progressé en attaque. Mais vraiment, on est mieux sur les drives, on est plus confiant à 3 points. On peut être clutch maintenant. L'autre fois, c'est qui l'a tué au buzzer? Ouais, c'est les Spurs. Les Spurs, bah oui. Ouais, bien sûr. Lugensdort tout seul, il le prend, il le met, merci. À 3 points, tu laisses Lugensdort ouvert. Maintenant, ça va rentrer. Donc, non, défensivement, le package est très chaud. Et c'est vrai qu'il y a eu des garçons cette saison, je crois que c'est Donovan Mitchell et Damian Lillard dans la même semaine, qui ont été interviewés en sortie de match et qui ont dit ils étaient saoulés. C'est un enfer. Ils étaient saoulés. Il est massif, il a vraiment un côté Ron Artest un peu là, tu vois, complètement. Massif, tanké, et sur l'homme, il est extrêmement relou sur l'homme. Il est bon, on est passé à 33% à 3 points, mais allez, c'est déjà mieux que il progresse, il est encore loin d'être un sniper. Mais il a doublé sa production offensive, il est passé de 6 à 13 points de moyenne. C'est ouais, et il l'a pris en confiance, et puis surtout, je veux dire, Lugensdort, on verra où va aller cette équipe d'OKC dans le futur, autour de Shai Gilgeous, Théo Maledon et d'autres gars, et les 800 first pick de draft qu'ils ont là sur les 2 prochaines années et tout ça. Mais tu prends Lugensdort, lui, en termes de carrière en NBA, mais demain, t'es une équipe qui joue le titre. Non, mais c'est bon. Mais t'as trop envie d'avoir Lugensdort dans ton sein, pour défendre le mec d'en face, quoi. Non, mais tu lui laisses encore. C'est un truc de malade. Tu sais que tu lui donnes tout à fait, tu lui laisses de la bouteille et le plancher c'est PJ Tucker, et après tu te démerdes pour le reste. Mais c'est ça. Et PJ Tucker aujourd'hui il fait des finales de conf, y a pas de problème. Mais bien sûr. C'est-à-dire que tu le mets sur le terrain et tu lui dis occupe-toi, je te demande pas d'arrêter LeBron, ça n'existe pas. Je te demande juste de lui rendre la vie infernale. Tu peux le saouler. Le fatiguer, qu'il soit saoulé à chaque possession. Et là, ce truc-là de vraiment, j'aimerais bien prendre à cœur le fait de faire en sorte que cette soirée, tu t'en souviennes toute ta life. Il a vraiment ce côté genre, je vais manger tes tripes. C'est très très fort. Genre, en termes d'énergie, en termes de hustle, en termes de... Quand tu regardes les matchs du Thunder, tu vois aussi quand il est là, il est pas là. L'envers du décor de Lugensdort, qui est aussi un joueur ultra sous ses airs, un peu physique, bourrin, sur l'homme et tout. Il est intelligent dans les aides, il coupe les lignes de passe, il se positionne bien, il fait gaffe à ses fautes, ça va. Ça va, il gère plutôt bien, tu vois, parce que ça reste un joueur assez jeune. Ouais, c'était un peu côté eux hier, l'année dernière, où ils disaient non, c'est bon, j'ai 4 fautes, je peux rester. Là maintenant, il gère un peu mieux. Moi, il me fait kiffer, j'adore ce joueur. Non, c'est très très beau ce qu'il fait comme deuxième année. Quand il vient à Phoenix. Bien sûr. Démerde-toi. Il n'y a pas de problème. Mais c'est clair. Michael Bridges dans l'aile, ou à Atlanta. Tu prends plus de panier du coup. Ou à Atlanta avec DeAndre Hunter. Mais c'est clair que Lugensdort avec LPJ, ça fait partie des garçons du haut du panier. Puis ça fait plaisir de voir que ce genre de profil, juste comme ça, après j'arrête avec Lugensdort, ce genre de profil plus limité en attaque, je veux dire, on verra, il y a des joueurs qui se développent sur le tard, techniquement, offensivement. Je dis pas que Lugensdort, ça sera pas possible, mais ça sent pas quand même le talent brut en attaque, ça sent le bon joueur bien besogneux, bien bosseur, discipliné, qui va progresser offensivement, mais ça fait plaisir de voir que dès sa deuxième année, en fait, son talent défensif et athlétique et physique est tel que tout de suite, tu lui imagines un bel avenir. Et c'est pour ça que quand tu comparais, notamment avec des histoires de Jimmy Butler, quand il était en année 1 et 2 à Chicago, c'était pas un désastre offensif, mais on était vraiment sur un joueur qui avait une grosse mentalité défensive et qui avait besoin de se faire une place en NBA. On n'imaginait pas que ça allait être le patron d'une équipe qui va en finale NBA.
Je souhaite la même carrière à Si Luguensdorf développe les qualités offensives d'un Jimmy Butler, attention. Ce que je veux dire, c'est que ce template, il existe. Et pour un garçon intelligent, il serait capable de prendre ça et de se dire genre, ok, bon, défensivement, je sais que naturellement, j'ai tous les skills et l'intelligence de jeu pour. Donc si je bosse bien, et vu qu'il a l'air d'avoir l'ADN, c'est à surveiller de très près du côté d'OKC. Est-ce qu'il y a d'autres garçons dans le haut du panier qu'on a envie de mettre? Parce qu'il y a des noms, mais est-ce qu'ils sont à confirmer ou dans le haut du panier? Tu en as? Tyler Herro, c'est le haut du panier ou pas? Allez. Ça serait là, éventuellement, parmi les mecs qu'on n'a pas cités, ce serait le seul que je pourrais mettre dans le haut du panier, avec éventuellement RJ Barrett. Moi, j'ai mis Herro et Barrett. T'as mis les deux? Ouais. Non, ouais, on peut les mettre quand même. Tyler Herro, RJ Barrett quand même, parce que la saison rookie de Tyler Herro, c'est un phénomène total. On l'a vu à la fois pendant la saison régulière et pendant les playoffs, où là, il y avait des comparaisons avec les perfs de Magic Johnson quand il était rookie. Oh non, James Harden, non, Tyler Herro. Je crois que je le mets pas dans le package. On va garder Tyler Herro. Bon courage. Bon courage pour la suite. Mais c'est vrai que la saison sophomore, pour le moment, ça va, mais c'est pas non plus extraordinaire. Après, il est dans des conditions pas faciles, pour le coup, lui aussi. Comme d'autres garçons. Par rapport à d'autres, tu vois. Genre Covid, blessure, comme d'autres garçons. Équipe qui performe moins collectivement et tout. Et il fait quand même du taf. Moi, scorer, il va le faire parce qu'il a trop de talent pour. Ouais, je trouve qu'il est bon au rebond aussi. Je trouve qu'il est vachement fort au rebond par rapport à son poste et à ce qu'il a l'air un peu freluquet parfois et tout. Putain, au rebond, il gratte. Hein. Ouais, je trouve le sens du rebond. Je trouve que ça a été un tout petit peu trop en montagne russe avec Tyler Herro sur cette saison régulière. C'est-à-dire que même si parfois Miami a pu compter sur lui au niveau de la régularité des performances pure scoring, tu sais que tu peux compter sur la quinzaine, mais il n'y a pas eu ces espèces d'explosions qu'on pouvait avoir la saison dernière où en fait parfois tu avais la Tyler Herro Night. Je sais pas si je te le demande, tu me sors 3 Tyler Herro Night de cette saison, je suis pas sûr que tu en aies 3 là tout de suite sur les mains. C'est différent. C'est un peu différent parce que les attentes étaient un peu démesurées. C'est pour ça qu'on a hésité à le mettre dans le haut du panier. Hein. La production est là. Et je pense que ce sera le premier en effet qu'on devra resurveiller une fois qu'il y aura et Jimmy, et Goran, et Bam Adebayo et tous les garçons autour de lui, parce qu'on attend Miami en playoff et ça va mieux Miami en ce moment. Mais ouais, faudra batailler pour rester dans le haut du panier parce qu'il y a des garçons qui toquent à la porte quoi. RJ Barrett, c'est mieux, c'est bien. Ah, j'aime bien moi. Ça fait quand même une sacrée différence quand en NBA t'as un coach. Hein. Un coach, une organisation, des rôles bien définis. Non mais bien sûr. Alors au niveau des pourcentages au tir, il y a encore du taf. Ah bah du taf, ouais. Faut vraiment qu'il s'applique, il faut vraiment que ça bosse là. On a augmenté de 3% à 3 points et 3% au tir. Ouais mais on reste bas quoi. Ouais, 43 et 33%. 33 ouais. 35% à 3 points. Ah quand même, ça monte, c'est bien, ça travaille. Surtout dans le corner. Ouais. Mais par contre, en termes d'activité, de joueurs all-around, de bel athlète, de gars qui a l'air d'avoir aussi la bonne mentalité qu'il faut pour progresser et travailler, moi j'aime bien le début de saison d'RJ Barrett. Non, c'est très bien. Je suis fan. Surtout dans ces Knicks là, qui sont redevenus une place forte de l'Est, hein, on ne cessera de le répéter. Voilà, il fait plaisir à RJ Barrett. Il faut qu'il... On en avait parlé, je crois, dans l'apéronique. Je crois que j'avais déjà dit plus ou moins la même chose, qu'à partir du moment où RJ Barrett allait commencer à améliorer ses pourcentages, les Knicks allaient vraiment devenir extrêmement relous. C'est toujours dans les tuyaux. Ça fait partie, en tout cas, oui, des progrès, c'est sûr et certain. Lui, ça va mieux. Le jeu, il ralentit. Parce que s'il y en a un dans le pôle là qu'on a utilisé là, de tous les garçons, il y en a pour qui le jeu était assez clair en année 1. Bon, DeAndre Hunter, ça allait un peu trop vite. Oui. RJ Barrett, ça allait beaucoup trop vite en année 1. Là, ça y est, le jeu commence à ralentir. Et donc, tu vois que dans ses choix, dans sa façon de provoquer les fautes, dans son utilisation de ses forces, ça y est, il y a des choses qui sont très claires. C'est très bien. Donc, moi, je le mets dans le haut du panier. Ouais, il utilise bien sa longueur et tout, sur ses drives et tout. Non, carrément, moi aussi, haut du panier, je suis d'accord. Ils sont pas nombreux à être à 16,5 points, 6 rebonds et quasiment 3 passes de moyenne. Et après, je vais m'arrêter là pour le haut du panier, par contre, pas de mon côté, hein, je pense. Moi aussi. Ce qui ne veut pas dire... Parce que je vois que certains du côté de Chicago et de Cleveland ont envie de gueuler. Chicago ? Kobe White ? Oui. Non mais attends, on va y venir dans d'autres considérations, mais... Ah bah l'année 2, on va en parler. Je sais pas si je le mets dans le haut du panier, tu vois, des sophomores. Moi non plus. Sur ce package-là, j'ai envie de dire... En fait, j'ai envie de dire base, et après vous pouvez en rajouter d'autres. Les fans des Spurs qui ont envie de discuter, les fans des Cavs, les fans des Bulls, les fans des Hornets, les fans de tout ça. On va peut-être pouvoir en parler maintenant dans la deuxième partie, qui est donc plus dans le... hyper intéressant. Allez, maintenant on confirme. Je t'en prie. Allons-y, Kobe White. Kobe White. Compliqué la deuxième année. Ouf.
C'est compliqué. Du coup, il est titulaire maintenant, hein, à côté de Zach LaVine, qu'il n'était pas tout le temps titulaire quand même l'année dernière. Hein. Là, il est vraiment titulaire. Avec donc un nouveau coach, hein, Billy Donovan, hein, qui a pris la place de notre ami, l'excellent Jim Boylan. Kobe White, il y a des choses que j'aime beaucoup chez lui. J'aime bien son côté flashy, j'aime bien son côté, il a peur de rien, il tente des trucs et tout, j'aime beaucoup. J'aime moins ses choix. Dans le clutch, Zach LaVine a été tellement énorme qu'on en oublie parfois de voir à quel point Kobe White fait de la daube dans les fins de match. Moi, vraiment, hein, pourtant, je l'aime beaucoup et tout, mais là, les fins de match de Kobe White, limite, faudrait pas le foutre sur le terrain et mettre Satoransky, j'en sais rien, je m'en fous, quoi. Récemment, ça a été un peu la tendance, et je veux bien comprendre, parce que souvent, pareil, on est surtout sur du jouet qu'on a envie de jeter dès qu'il est inutile. Kobe White, le talent, il est indéniable. Et il a montré à plein de moments, quand ça a aussi capoté offensivement pour les Bulls, qu'il était capable de mettre des coups de chaud. Ah, mais il a ce petit côté peur de rien, coup de chaud. Hot like fire. Quand Kobe est chaud, Kobe est chaud. Et quand Kobe est chaud, Kobe est chaud. Mais le fait est que, là, dans ces Bulls, il est absolument pas au poste auquel il doit être. C'est-à-dire qu'il y a comme un entêtement à vouloir le rendre meneur gestionnaire, alors que c'est un 2 scoreur qui doit être dans la veine des... je sais pas, allez lui foutre des tapes de Kyrie Irving et dites-lui, en fait, mec, tu n'es pas meneur. T'es pas meneur, t'es juste un meneur de taille, mais en fait, t'es un scoreur. Ce n'est pas un gestionnaire. Il est grand. Oui, non, mais tout à fait, il est grand. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un gestionnaire. Non. Donc il faudra lui laisser open bar, et c'est difficile de lui laisser open bar dans une équipe dont la star est un arrière fort scoreur. Donc du coup, il faudrait le remettre en 6e homme, en fait, pour qu'il ait un temps de jeu réparti différemment, peut-être. Au-delà du rôle, je pense que les systèmes doivent être combo aussi... garde, quoi, tu vois. Au-delà du rôle aussi, je pense que c'est les systèmes qui ont changé. C'est pas la même chose, hein, entre Boylan qui lui donnait pas mal carte blanche, et au à Chicago, on a vu plus de balles, notamment pour Wendell Carter Jr., pour d'autres garçons aussi. On a vu l'impact d'un Tadeusz Young en sortie de banc qui est juste énorme cette saison. Je pense que... je sais pas si c'est forcément le rôle ou les minutes, mais c'est notamment les systèmes où il est mis en avant. Parce que souvent, il y a un côté patate chaude avec Kobe White où je le vois en fin de possession et il prend une décision complètement conne et je fais mais qu'est-ce que tu fais ? Et en même temps, quand tu regardes en arrière avec un peu la tête reposée, tu te dis bah il a pas été en rythme sur les 3-4 possessions précédentes. Donc c'est difficile pour ce garçon de savoir sur quoi il peut compter chaque soir. Ça c'est vrai. C'est un truc peut-être aussi qui est lié à Billy Donovan aussi, qui a pas toujours été... il fait jouer les jeunes, mais... dans quel cadre, exactement. Non, Kobe White, middle panier, quoi. Darius Garland ? Middle panier aussi, ouais. Middle. Il y a des progrès, mais bon. Le talent est là. Faut qu'il se méfie, Darius Garland. Là, aujourd'hui, moi, je le mets en middle panier. Faut qu'il se méfie. De quoi ? Bah, de nous... C'est quand même un haut pic de draft, avec beaucoup de talent offensif, notamment... shooting handle. Création, quand même, c'est quand même pas dégueu. Création pour lui-même, hein. Maintenant, déjà le duo avec Colin Sexton ne m'a toujours pas convaincu, moi personnellement. Je comprends. Sexton, ça c'est pas de la faute de Darius Garland, c'est comme ça. Les Cavs ont choisi de drafter un joueur au même poste que leur joueur le plus jeune, le plus fort. C'est un choix. C'est un choix. Maintenant, cette saison, tiens, je vais faire péter ces stats là. Il a progressé au scoring et il y a des choses qui sont meilleures. On l'a vu notamment faire des saletés pour ceux qui ont vu le match face aux Sixers récemment où Darius Garland a essayé de faire quelques bad mistakes sur une défense qui est pourtant particulièrement chaude. Il y a du mieux. Il y a du mieux et encore une fois le talent est indéniable, ce qui faisait qu'il était aussi pique aussi haut parce que quand tu le vois jouer, tu te dis la balle est vraiment une extension de son bras et il peut absolument tout faire potentiellement à l'avenir. Il y a un côté profil, est-ce qu'il peut aller taper CJ McCollum ? Oui, il est dans ce genre de joueur-là. Il est encore beaucoup trop jeune pour comment dire, le mettre hors de cause de quoi que ce soit. Hein. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que même s'il y a de la progression statistique, là j'ai regardé, il est passé de 12 à 16 points. Les pourcentages au tir à 3 points, on commence à être à 37, tu vois. On commence à être sur des trucs quand même honnêtes, on va dire, et tout. Le truc, c'est que défensivement, c'est très faible. Le deuxième truc, c'est que il est dans une équipe, ça cherche, ça gagne plus de matchs depuis qu'on a fait un apéro sur eux quasiment et tout. C'est excellent. Et qu'il est censé, en tant que top 5 de draft,
Ouais. Il est censé être capable de montrer autre chose que juste 16 points par match, quoi. Alors ouais, c'est vrai que Sexton à côté prend beaucoup de place. Et qu'en plus Sexton est quand même, même s'il a eu un coup de mou, il est quand même assez performant quand même cette année, faut le reconnaître. Bien sûr. Donc du coup, je me demande, tu vois, pour Garland... Moi, je m'inquiète pas. Moi, je m'inquiète un peu. Je me demande si dans cet environnement-là, à côté d'un Sexton et dans ces caves en reconstruction un peu chelou, est-ce qu'il peut vraiment s'épanouir et exprimer son talent ? Je me demande. Je comprends. Voilà. Moi, je m'inquiète pas tellement parce que j'ai l'impression qu'ils s'entendent vraiment bien et que ils vont trouver une manière, même avec Isaac Okoro, il le connaît bien, donc ils vont avoir envie de le développer au max. Et quand tu vois le talent, tu te dis merde. Ah non, mais le Il faut lui talent donner du temps. est certain. Et d'ailleurs, ça me permet d'en placer une parce que je voulais la mettre en intro, je me l'étais noté et je l'ai pas mise. C'est que si on parle de ces sophomores et qu'on en fait aussi un focus, c'est que rarement on a vu dans la ligue des garçons qui sont rentrés en NBA, ont eu une saison rookie qui a été complètement fucked up à cause d'une suspension de saison. Certains n'ont même pas joué ensuite pendant 9 mois pour ensuite démarrer une saison dans ce contexte. Ah ouais, non. J'aimerais bien donner un des garçons à qui j'ai envie de donner le plus de temps aussi, avec ceux qu'on a déjà mentionné, c'est Darius Garland, qui a eu une saison NCAA qui a été complètement tronquée par la blessure, qui est arrivé dans un effectif où il y a eu un changement de coach au bout de 3 mois. 2 mois après, quand ça stabilise, la saison elle s'arrête. Ensuite, la saison reprend et le 5 majeur avec Drummond, en fait, il est cuté. Un petit peu de stabilité, peut-être pour Darius Garland, ça serait pas mal. Je suis assez content de son année 2, j'ai juste envie de voir l'année 3. Est-ce qu'en fait, il va rester à 16-17 points ou est-ce qu'en fait, on va faire genre... Putain, en fait, c'est plus des histoires de potentiellement 40-45 points Sexland. En fait, c'est juste que tu peux te prendre 60 dans leur gueule, quoi. Lillard McCollum. Bon courage pour aller jusque-là. On le souhaite à Cleveland. En tout cas, on te le souhaite. Ouais, on le souhaite. Mais c'est sûr que Garland, le talent indéniable, moi, c'est sa nonchalance balle en main qui parfois me rend fou. Moi, c'est sa défense. Oui. Oh, vas-y. Ok, t'es pas très athlétique, t'es un peu petit, mais oh. Ouais, Oh. Tout à fait. Moi, il est dans le money time, mais il dribble comme si on était à la balle. Moi, ça me casse les couilles, quoi. D'autres garçons, ok, vas-y, je t'en prie. Ouais, je fais ma petite note, là. Qu'est-ce que j'ai comme nom ? Brandon Clark. On a bien parlé de Ja Morant. Brandon Clark, bah, mine de rien, sa saison sophomore, elle est pas dégueu. Bien sûr. Alors, lui, pareil, hein, donc dans les mêmes conditions que Ja Morant, c'est-à-dire qu'il y a eu du blessé, il n'y a pas de Jaren Jackson, donc ça lui fait du temps de jeu, mais en même temps, c'est pas les mêmes rotations qu'il doit se bouffer et tout. Il amène son énergie, il amène un peu de scoring, il est là, Brandon Clark. J'ai l'impression qu'on va vite voir son plafond. C'est l'impression que j'ai. Il y a moyen, ouais. Mais ça reste un bon joueur de NBA déjà, en fait. Mine de rien, non ? Ah, si, bien sûr. D'accord. Non, là, j'essaie de trouver une compa parce qu'il me fait marrer comme joueur. Une Efficace, ouais, non, mais parce qu'il a des allures de Kenyon Martin, mais c'est pas tout à fait les mêmes skills défensifs quand même. Mais, non, bah donc si Brandon Clark se met à défendre comme Kenyon Martin, ça félicitations pour le titre. Ça va kiffer à Memphis. Mais c'est vrai qu'offensivement, il est fort, productif, efficace. Rebond mais après, aussi, il est pas mal, j'aime bien, il est assez actif. Non, il a fait le travail en l'absence, mais bon. C'était pas non plus... Moi, j'avoue que je crois... Est-ce que je l'avais mis en Gérardin ? Je crois peut-être. De la preview des Grizzlies. Peut-être. Parce que tu sais, en l'absence de Jaren Jackson Jr., je m'attendais peut-être un peu mieux. C'est pas mal. C'est pas mal, ça maintient. Ça maintient. Je te balance 2 coups de cœur. Vas-y. 2-3 coups de cœur. Évidemment, Keldon Johnson, qui va bientôt être dans le haut du panier. Bon petit joueur, ça. Oh là là. Keldon Johnson, moi, il a gratté le haut du panier. Hein. Bon, Et évidemment, j'arrivais pas à être bon objectif. petit joueur. Ah ouais. Aime bien. Il fait grave le taf en année 2. L'année 1, on prenait sa place gentiment. Et puis en année 2, on a montré qu'en fait, il n'y avait pas le time. Donc j'adore, etc. tous les autres garçons. Mais juste... C'est peut-être lui le plus fort. Hein. C'est peut-être lui le plus fort de C'est vrai, toute cette de caste. la marmaille là, que vous Lonnie avez, Walker, la Murray, Derek White, et tout ça. évidemment. Lonnie Walker est... Waouh Lonnie Walker, Dejounte Murray, non. Keldon Johnson est vraiment très fort. J'adore son intensité, évidemment, et son moteur. On a déjà parlé 100 fois de son agressivité vers le panier, des skills qu'il développe, de son cœur, c'est-à-dire que défensivement aussi, il y a quelques progrès. Juste quand il est sur le terrain, il rayonne. Moi, je trouve qu'il se passe souvent des bonnes choses quand Keldon Johnson est sur le terrain. Donc, je vais le suivre de très très près. Et... En plus, il apprend avec DeRozan. Il apprend avec ses coéquipiers. Non, évidemment, c'est un running gag, mais il apprend avec DeRozan et d'autres garçons. J'ai hâte. Statistiquement, il est en train de rejoindre les grands garçons de ce groupe. Il a 13-14 points de moyenne, je crois. Moi, je le trouve très très bon. Très très bien. À 3 points aussi, ça progresse. Donc, Keldon Johnson, gros coup de cœur. Et récemment, on avait parlé notamment sur le site de Trash Talk. Je me demandais s'il y avait un plafond. Et ben, les 3 dernières semaines de Rui Hachimura à Washington, bah, ça me fait bien kiffer. Putain. Il y a tout ce qu'il faut. Lui aussi, il faut lui laisser un peu de temps, il faut que ça travaille. Lui aussi, il est dans un collectif où c'est pas toujours simple et tout. Donc non, carrément, Rui Hachimura,
C'est du middle panier qui ne demande qu'à rentrer dans le haut du panier. Il a failli être dans le haut parce que offensivement, pareil, il y a tous les skills qu'il faut, mi-distance pour être fait, et s'il s'il possède enfin des spots où il sait qu'il va pouvoir sanctionner à 3 points volontiers, et défensivement, il y a des vrais progrès. Ouais, il y a des progrès défensifs. Puis... Non, carrément, joueur intelligent, joueur calme, joueur posé, qui sait attendre que le jeu vienne à lui aussi. Bon, il n'a pas le choix, il a Bradley Beal et Russell Westbrook de toute façon dans son équipe, donc il n'a pas le choix. Mais tu vois, non, carrément, je suis d'accord. Tu crois que ça match avec Avdija du coup, ou c'est pas du tout sur le même poste? Il y a Bertans aussi, sur ces postes-là. Tommy Shepard. On fait confiance à Scott Brooks. Et à Tommy Shepard, qui nous fait un travail de salaud, là. Quand même. Pas mal. Non, t'aimes pas? Moi, je trouve ça pas si mal. Bon. À part sur... Vive Rui Hachimura. À part moi sur le choix du coach, mais sinon, je pense qu'il y a des joueurs pas si dégueux que ça à faire jouer. Hein. Non, ça va. On a dit que c'était Scott Brooks de toute façon. Mais bon, bref, Rui Hachimura, c'est très très bien. J'avais besoin de mettre l'accent sur Rui et sur Keldon Johnson parce que c'est beau comme tout. Cam Johnson, il est dans le middle panier. Il est dans le middle panier. Il est là, il est bien. Il ira pas plus haut. A priori, non. Je suis d'accord. Mais c'est solide. Ça fait sa carrière en NBA. Normalement, oui. C'est le bon petit role player que t'es content d'avoir, qui a un vrai bras, même si là, sur ce début de saison des Suns, bizarrement, j'ai l'impression quand même, enfin, j'ai pas l'impression, je suis sûr, il shoot un peu moins bien que l'année dernière où il nous avait épaté d'entrer avec son bras. On savait qu'il shootait bien, mais le mec, il est arrivé, genre, on a fait, attends... Oh, on peut rigoler. Allez. Non mais. Ah bon, Stephen Curry. Ouais, le mec pas trop léger. Par contre, il est assez. Sur ma gueule quand je dis DeAndre Hunter avec Kawhi Leonard. J'ai eu un peu peur quand Monty Williams a commencé à vouloir soi-disant insister sur lui en titulaire en 4. Non. Il est parfait en sortie de banc, là. Jay Crowder et Michael Bridges, c'est très bien sur les ailes. Mais Cam Johnson, qui sort du banc, c'est du role player. C'est un garçon sérieux qui va pas te faire de fioritures. Il a progressé balle en main, c'est-à-dire qu'il la pose un peu au sol et il est capable, tant bien que mal, de mettre en danger une défense s'il est trop serré derrière la ligne, parce que les mecs se sont quand même adaptés maintenant. Hein. Tu n'as plus envie de laisser Cam Johnson shooter. Non, bien sûr. Donc, middle panier, ça lui va bien. Mais lui, je suis pas sûr, je suis même presque sûr que le haut du panier, ça va être compliqué, tu vois, pour lui. Oui, voilà, je suis d'accord. Dans les je suis content de l'avoir quand même à la maison. Bien sûr. Dans les garçons à surveiller, pareil, je les mets pas en proximité du haut du panier, mais par contre, dans la catégorie coup de cœur, on continue. Talen Horton-Tucker, côté Lakers quand même. Grave. Et je le mets en combo avec un autre garçon du Thunder dont on avait déjà parlé, Darius Bazley, dont on avait parlé sur la saison rookie, qui avait montré quelques prémices assez intéressantes. Ces deux garçons, très clairement, je pense pas que Bazley va soudainement exploser, et tu vois, je pense que même dans sa propre cuvée de sophomore, ce sera Lugensdort à le plus surveiller. Mais Bazley, bien, ça se développe bien offensivement, il y a ce côté freak un peu bizarre, avec sa capacité à créer, donc juste voilà, genre, je vais pas rentrer en détail. Un peu lui. Parfois, t'as un peu l'impression qu'il... Ah bah, c'est la vie est une fête. Parfois, quand il attaque le cercle, t'as l'impression qu'il arrive et... Ah oui, merde, je fais 2m10. Ah oui, c'est vrai, je peux y aller, en fait. Il y a des fulgurances de génie et des fulgurances de... Waouh, c'est beaucoup trop tôt, là, pour imaginer des choses pareilles. Mais par contre, à regarder, parce qu'il y a au moins une fois par match une séquence de Bazley où je vais faire genre... Attends, en 90 secondes, là, il a... Mince. Il a fait un... C'est-à-dire que c'était il a fait un pick and roll main gauche. Il a fait Tayshaun Prince en défense. Ouais, il a chase down et après il a fait Lamar Odom en attaque. Ouais. T'es là, tu fais ah ouais. Merde. Donc à surveiller totalement. Et Talen Horton-Tucker, parce que chez les Lakers cette saison, on a vu dès qu'il y avait besoin d'options en sortie de banc et qu'il fallait être agressif et créer vraiment. C'est intéressant. Hein. J'aime beaucoup. Il est athlétique, il défend fort et tout. J'ai un dernier petit nom en middle panier quand même, Jared Culver. Middle panier quand même. Oh, quand même. Le pauvre, c'est pas de sa faute. Hein. Moi j'ai d'autres noms. Et vas-y. Bah moi j'ai ce nom-là en tout cas que j'ai envie de mettre en middle panier. Jared Culver. Difficile de le juger là, mais je trouve que c'est moins bien quand il est pas là en fait. Et je trouve que du coup, il brille par son absence. Enfin, on l'a vu à Minnesota. Non mais Minnesota c'est tellement crado aussi. Ouais, bien sûr. Il a été vraiment, il a été très bon sur la première semaine de la saison. Ça a été un désastre après. Il a été blessé, il revient, c'est compliqué, mais défensivement c'est mieux. Et en playmaker, il est toujours aussi intéressant. Tu vois, middle panier. C'est un haut choix de draft. Vous l'avez envoyé contre Saric ? Saric, très content. Saric et Cam Johnson. C'est bien, non ? Bande de fumée. T'es pas d'accord ? C'était vraiment... Putain. Je suis sûr qu'ils ont dit, on verra et tout, on va s'arranger. Non, par contre, ce qui a surveillé, là où je suis d'accord, c'est que c'est à surveiller, c'est... on s'est regardé pendant la preview, on était là genre...
D'Angelo, Anthony Edwards, Ricky, d'autres garçons qui sont là. Malik on fait Beasley. quoi Malik Beasley. On fait quoi avec Jared Culver? À surveiller. Peut-être qu'on va avoir des réponses bientôt. Hein. Bien sûr. Non, dans les noms qui sont pour moi à confirmer, et je termine évidemment parce que c'est des garçons que j'avais sur mon radar. PJ Washington du côté de Charlotte, évidemment, mais qui a oui, fait comment j'ai pu l'oublier? Parce que c'est comme ça, c'est bien l'oubli. sûr. Mais c'est PJ Washington. C'est grave un middle panier qui peut aller. C'est un middle panier. Ouais, mais. Qui a fait une très bonne saison. Il y a des soirs où. Il y a des soirs où Sacramento s'en souvient, où en effet. Sacramento, ouais. Sacramento s'en souvient, mais. Sacramento. On a vu. Non, enfin bref. Il y a plein de garçons qui s'amusent sur Sacramento. Mais on a eu une saison rookie qui était très très bonne. Tu parles du match récent là où il menait de 8 points ou 10 points. Et il se lâche dans le money time, ouais, tout à fait. Mais la saison rookie était hyper intrigante parce que c'était un vrai coup de culot de la part de Mitch Kupchak. Il y a eu beaucoup d'attentes sur la saison 2. Un petit peu atténué par le fait qu'il y avait la Melo qui récupère la base, aussi Gordon Hayward qui débarque, le bon taf. On a plus parlé de ce qui se passait avec Bismack Biyombo, Cody Zeller, Gordon Hayward, la Melo Ball. On l'a un peu zappé, mais n'empêche qu'il fait le taf en attendant. Mais PJ Washington fait le travail, donc c'est un middle. À voir après si c'est un bon joueur de Kentucky, si je dis pas de bêtises, qui fait donc une carrière solide et ça va, ou est-ce que c'est un ailier fort qu'on attend? Est-ce que c'est Paul Millsap un peu, vraiment, ou pas? Bah, je te souhaite bon courage. Moi, il me fait penser à Paul Millsap parfois. Oui. Je lui souhaite bon courage. S'il arrive à faire Paul Millsap, c'est très bien. Ah bah, c'est du haut du panier. C'est très bien. S'il fait déjà une longue carrière à la Jamichael Green, c'est très bien aussi. Ouais. Pourquoi pas? Joueur solide d'une équipe qui veut jouer les playoffs. Pourquoi pas? Ou d'autres garçons qui vont... Non, mais Jamichael Green, c'est une comparaison tout à fait compréhensible. Des petits noms que je casse comme ça parce que je ne peux pas les mettre dans la case faut faire attention, sortez la lame. Nickel Alexander Walker, pitié, faites du travail à New Orleans pour lui libérer de la place. Pauvre gamin. Parce que j'aime bien avec Bledsoe et compagnie, JJ Redick, mais donnez les clés du Camtar à Nickel Alexander Walker, Josh Hart, Kira Lewis et compagnie. Parce que Nickel, le talent, il est... Et le management a dit qu'il voulait lui donner. Oui, voilà. Bah oui, mais ils ont dit aussi qu'ils voulaient... qu'ils voulaient plus de guerre dans le monde. Qu'ils voulaient trader Bledsoe, ou Lonzo, ou Redick, ou tout le monde, ou quoi, puis il n'y a rien qui se passe. Donc, non, c'est clair. Pour l'instant-là, Nickel Alexander Walker, il n'a pas énorme de temps de jeu. Non, c'est sûr. Et en Fire Bullets, je les balance juste très très rapidement. Nicolas Claxton, récemment du côté de Brooklyn, allez regarder jouer, parce que dans la raquette de Brooklyn, il y a 3 fois rien. DeAndre Jordan, c'est un peu compliqué. Il y a des minutes à prendre. Il y a des minutes. Mais Claxton, il y a des flashs de vraie brillance. Puis en plus, il a Kyrie Irving et surtout James Harden pour le régaler. Donc l'autre, soyez pas surpris s'il met 14 points avec 7 dunks. Hein. C'est ce qui s'est passé avec notamment les Spurs, et où en plus il y a des progrès défensifs, donc à surveiller parce qu'il a des bons vétérans. Eric Pascal, parce que la saison rookie a été bonne, donc c'est à surveiller côté Warriors, mais c'est middle. Kendrick Nunn côté Miami, parce que voilà. Hein, Kendrick Nunn, c'est vrai que c'est un sophomore aussi. C'était un sophomore, donc, parce qu'il n'était pas forcément dans les plus attendus, mais ça fait le travail. Et toujours, je ne quitterai pas le wagon Daniel Gafford, en espérant de voir ce qui peut se passer à Chicago, parce que j'aime beaucoup le joueur. Ok. Donc voilà. Après, il reste une dernière catégorie. Et on va devoir en parler maintenant. Là, c'est attention. Attention. Soit parce que tu as été drafté très haut. Et que pour le moment, tu n'es pas du tout dans le même wagon que les autres garçons. Soit parce que sur le terrain ou en dehors, c'est un peu compliqué. Soit parce que on t'a donné les responsabilités, mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est pas très... Ah ben, je suis obligé d'aller vers chez toi. Cam Reddish. Attention. Fais chier. Moi, je reste à bord. Je suis un peu vache de le mettre là, peut-être. J'aurais peut-être pu le mettre dans le middle panier quand même, Cam Reddish, je trouve. Peut-être. J'ai hésité. Hein. Non, j'avoue, j'ai hésité parce que il a quand même encore des petits flashs où tu dis ok, il est là, mon Paul George. Tu vois. Mais après, par contre, tout le reste du match, non mais si, tu sais, il a quand même un handle assez intéressant. Non, je disais oui, mais voilà, je disais sur la suite, c'est le lendemain. C'est ça. Tu fais merde, c'est un pick 10 de draft. Oh putain. C'est ça. C'est lui qui a été dans la contre-pas du deal de Doncic. Attends, merde, on a pris Michael Gilchrist en fait, ou... Enfin, tu vois, genre, tu fais non, mince, on s'est trompé. Ah, il y a du Ben McLemore, il y a du... Oh, vache. Et puis, il a l'air... Il m'inquiète. Moi, en fait, c'est pour ça que je l'ai laissé glisser là dans ce dernier panier de la fin. Parce qu'il m'inquiète un peu en termes de, parfois, de body language, d'approche mentale. Il me fait un peu peur, moi. Donc, je demande à voir, mais attention, la NBA, c'est un milieu très compliqué, très cruel. Il y a de la place, il n'y a pas de place pour les gars comme ça qui hésitent. Le talent, il est indéniable, mais attention, parce qu'il y a parfois... mais des mecs avec du talent et pas de mental, on a vu ce shit sur NBA, il serait pas le premier. Tout à fait. En tout cas, celui qui en pâtit le plus de la situation à Atlanta et Cam Reddish, il y a des soirs où je le regarde et je fais waouh, j'étais à bord du wagon parce qu'offensivement, il est trop fort en défense, mais alors offensivement, il y a des soirs vraiment flippants. Je suis d'accord. La vache.
Donc ouais, désolé, mais là, pas le choix. Obligé de mettre notre ami Cam Reddish dans ce chapeau-là. À surveiller monsieur Kevin Porter Jr. Mais tu vois, oui. Vas-y, je t'en prie, pardon. Pardon, j'allais te dire, tu vois, c'est pas le plus haut pic de draft que je mets dans ce panier. Ah non. J'ai un pic au-dessus, moi. On va y venir. Et il y avait un pic aussi aux alentours qui est pas mal, tout à fait. Kevin Porter Jr., juste je fais la transition parce que talent, pareil, indéniable. Dédicace aux fans des Cavs et aussi à ceux des Rockets qui, depuis l'apéro sur les Rockets, ne regardent plus que des matchs de G-League pour voir ce qui se passe avec Kevin Porter Jr. Le talent, il est toujours là. Après, on a vu ce qui s'est passé là récemment dans le vestiaire des Cavs. On sait ce qui se passe aussi en termes d'attitude de la part de ce garçon. Tu lui files la balle, tu le mets dans un bon environnement et ça joue, ok. Mais on ne peut pas avoir de certitude avec Kevin Porter Jr. S'il a été drafté justement en fin de premier tour de cette draft, c'est parce que ça peut être top comme le bottom total. Attention, des gros talent indéniable. Eh oui, mais bien sûr. Mais comment ça va être utilisé? Il peut être dans le haut du tableau dans 1 an et demi, mais il peut être aussi parler mandarin. Je suis sûr, il y a des équipes qui vont se dire putain, mais attends, demain c'est quel joueur qui va arriver en fait, tu vois, genre ça. Ouais, allô, putain, on a essayé de te joindre sur ton téléphone, en fait, tu réponds pas. Ouais. Ça fait 2 jours que t'es en mode avion. Ouais. Faudrait que tu viennes, parce que là, il y a une fille qui est au centre d'entraînement et puis qui dit que. Non, ce genre de truc. Ouais. Tu connais le mandarin pour les nuls? C'est celui de tous les mecs dont on parle là. De tous les mecs dont on parle, celui qui a l'étiquette la plus facile de mandarin. C'est un Gérard. C'est Kevin Porter Jr. C'est un Gérard, c'est évident, non? T'es d'accord? Tout à fait. On va faire une update dans 1 an et on dira les joueurs d'année 3. Est-ce que Kevin Porter Jr. fait partie de l'élite des Rockets Ça se trouve, le futur Gérard, c'est le new Kevin en fait. De toute façon, dès que tu t'appelles Kevin. Enfin, bref. Non, je rigole évidemment. Je t'en prie, tu parlais d'un pic de draft plus haut. Jackson Hayes. Bah, vive le volleyball, hein. Putain. Parce que Jackson Hayes, tu vois, donc les Pélicans ont pas mal bricolé à l'intersaison. Ça a pas mal bricolé, hein, mine de rien. Ça a envoyé Jrue Holiday, ça a récupéré George Hill, mais ça l'a pas gardé. Ça a gardé Bledsoe. Steven Adams. Poste pour poste. Steven Adams. Et du coup, Jackson Hayes. Ouais, trop frustrant. C'est-à-dire que ça joue mieux avec Nicolo Melli, quoi. Alors, bon, et lui, il a eu après, il a eu peu de temps de jeu, mais je vois ce que tu veux dire. C'est qu'il y a des vraies hésitations entre Willy Hernan Gomez, Nicolo Melli et. C'est pas normal, il est numéro 8 de draft. C'est chaud. C'est chaud. T'es d'accord? C'est chaud. Je sais que Stan Van Gundy nous fait pas rêver, mais là, quand même, moi je comprends qu'il hésite quand je vois Jackson Hayes sur le terrain. Pareil. En fait, c'est ça le truc. En fait, les deux n'ont pas de chance. C'est-à-dire que Jackson Hayes tombe sur un coach comme Stan Van Gundy. Ça, c'est pas de chance. Schluss, point terminé, il n'y a pas de discussion. Les rookies, il faut que tu sois vraiment bon pour avoir du temps de jeu. Ou alors il y a de la pression du management. Et après, il y a Jackson Hayes aussi, où le mec, une action, il va te chercher un putback d'Uranus. Et en fait, l'action suivante, il va te faire une couverture défensive. Et je ne vais pas faire de rime. Non. Attends, non. Mais voilà. Et il y a aussi, parfois, il rentre sur le terrain. 3 minutes après, il ressort, il a 2 fautes. Ouais, c'est chaud. Ciblé. Concentre-toi. T'as l'impression que sur demi-terrain, je vais exagérer un peu, mais en attaque, il sert à quoi sur un demi-terrain? Bah, c'est ça. Quand il y a de la transition et qu'il y a de l'espace, pas de problème. Hein, ça, pour courir derrière le meneur et catch un lob, là, ça, il y aura toujours du monde, il n'y a pas de souci. Autant on a donné des VHS, on a dit qu'on avait donné des VHS de CJ McCollum à Darius Garland, autant là, donnez-moi l'intégrale de la carrière de Tyson Chandler à Jackson Hayes et dites-lui, c'est ça que tu fasses. Regarde ce qui s'est passé en 2011. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que sinon, c'est... Ah bah c'est Guangzhou, là. Ah bah je te le dis. Et non, je cherchais un joueur comme ça, là. C'est Hakim un runner. Ouais, Hakim Warwick. C'est toujours celui que je cite. Ouais. Et encore, Hakim Warwick, tu sais qu'il avait un bout de shoot. Il a fait un bout de shoot. Il avait un bout de shoot, Hakim Warwick. Donc ouais, non, Jackson Hayes, méfie-toi mon grand, parce que ça peut vite partir en couille cette affaire. J'en ai quelques autres là. Moi j'en ai un et tu sais d'où il vient. Lequel? Celui qui vient de Limoges? Ouais. Faut qu'on parle de Sekou. Bah ouais, il arrive pas à faire son trou. Hein. C'est compliqué pour Sekou Doumbouya, je suis obligé de le mettre dans la case attention aussi parce que bah pareil, on a dit freak, hein, talent, potentiel énorme, et on a vu sur sa saison rookie qu'il y avait eu 2-3 choses, le match à Boston notamment, et qu'on attendait la saison 2. Et on a vu qu'il y a eu des choix du management, Jeremy Grant, on a vu ce qui se passe avec Blake Griffin récemment, mais attention parce que quand Sekou est sur le terrain,
Il y a des moments de brillance, mais il n'y a pas tes moments de déclic, quoi. Je regardais ses stats là pour bien vérifier mon impression visuelle parce que j'avais pas toutes ses stats. Ça rentre pas, quoi. Déjà, ça rentre pas les tirs. Il y en a pas beaucoup et en plus, ça rentre pas. Donc ça, j'imagine, moi je me mets à sa place, ça doit pas être facile parce que pas beaucoup de temps de jeu, doit s'intégrer. Ouais, et puis les Pistons. Pistons, l'enfer quoi, tu prends des branlées très souvent quand même, mine de rien. Bon, sauf quand tu joues les Suns notamment parce que tu... Voilà. Ou les Nets. Mais sinon quand même c'est chaud quoi, tu gagnes pas beaucoup de matchs. Oui. Ils ont recruté le gros recrutement de l'intersaison, c'est un mec sur ton poste, hein, plus ou moins quand même. Hein. C'est quand même un profil Simi, hein, 8 fois meilleur. Clairement, voilà, on est d'accord. C'est chiant pour ses coups. Donc c'est un peu chiant. Du coup, temps de jeu qui a baissé, hein, là c'est ce que je vérifiais, entre sa saison de rookie et sa saison de sophomore. Ouais. Et alors il joue quasiment tous les matchs, mais il sort du banc et il a pas beaucoup de temps de jeu. C'est quoi, c'est 12 minutes? Il se retrouve dans des garbage, ouais c'est ça, 12-13 minutes. Il se retrouve dans des garbage, les tirs qu'il a ne rentrent pas. Donc là, moment compliqué. Je sais plus où est-ce que j'avais lu Qu'est-ce ça. qu'il lui faudrait, quoi? Bah en fait c'est juste ça décolle. En fait c'est juste, je crois que c'est ce que j'avais lu en préparant notamment cette émission, c'était si Sekou n'arrive pas à trouver une place définie dans la rotation d'une équipe qui est une des pires de NBA, attention. Normalement tu dois faire, et on sait que c'est dur parce qu'il y a Jeremy Grant, parce qu'il y a Joe Jackson, parce qu'il y a Saddiq Bey, parce qu'il y a plein de garçons, etc. Très bien. Tu peux pas faire contre. Voilà, il y a un nouveau management. Troy Weaver, il est arrivé, il t'a mis Jeremy Grant et Saddiq Bey dans les pompes. C'est comme ça. Mais ça doit pas être une excuse. Ça doit être un truc qui te motive et normalement qui doit faire en sorte que ton potentiel, il se développe. Là, c'est compliqué. Pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'il lui faut ? La blessure de Kylian Hayes, en plus, on lui mettait un Français dans le groupe, puis du Bien coup, sûr. Kylian est blessé. Moi, j'ai envie de dire, il faut que là, ça taffe et que dès qu'il y a des opportunités, il montre un profil différent. C'est-à-dire qu'on s'est inquiété pour DeAndre Hunter, mais on savait qu'on pouvait compter sur la défense. Si tu as 12 minutes de grosse défense de Sekou Doumbouya, ça va devenir 16. Ouais. Puis ça va devenir 20. Ouais. C'est ce qu'on a dit. On va lui filer des petites responsabilités. Exactement. On va dire, bah tiens, quand tu rentres là, bah c'est toi qui t'occupes de Kawhi là. Allez, vas-y. On n'arrête pas à chaque fois, tout à fait. T'as 6 minutes. Bien sûr. On n'arrête pas à chaque fois de se dire, la suite de Frank Ntilikina à New York, etc. Bah tu sais, maintenant c'est bon, on a baissé aussi nos attentes, mais on sait qu'à New York, quand Tom Thibodeau le remet sur le parquet maintenant, il a dit, tu me donnes un quart d'heure de grosse défense, t'as un shoot ouvert, tu le prends, tu casses pas les couilles, t'es présent dans le clutch, et ça nous ira. Très bien. Pas besoin de plus de temps de jeu. Ravi ce qu'il en a, mais c'est cool. Il faut qu'on soit sur quelque chose où on sait qu'il y a de la production quand il est sur le terrain. Ouais, pour qu'il rentre dans le middle panier, quoi. Parce que là, c'est compliqué. Là, c'est plus attention, tout à fait. C'est compliqué, je suis d'accord. T'as un autre nom ? Ouais. C'est pas beau non plus, puis je suis inquiet pour lui aussi. Ça sent le mandarin à plein nez. Romeo Langford. Romeo Langford a un nom en plus. Ça. Romeo Langford a un nom à jouer dans une série B et à jouer chez les Gangwoo Tigers. C'est compliqué. Pique quoi, 14 ? Ouais, c'est ça, ouais. Tu as eu Danny Ainge. Danny Ainge. C'est quoi cette passion de drafter en place 12-14 et je dis pas. Enfin, il y a du talent hein, chez Romeo Langford. T'es top 15 de draft, j'espère que t'as eu talent. Non, mais même, je veux dire, les quelques petits bouts de match qu'on l'a vu jouer et tout. Le problème qu'il a, déjà son premier problème, c'est que c'est quoi son poste ? Son poste, c'est le poste de Jaylen Brown ou de Jason Tatum ou de Marcus Smart. Enfin, en gros, son poste, c'est un poste sur lequel c'est chaud d'avoir des minutes déjà de base dans la rotation de Boston. Faut qu'il soit pas blessé. On peut pas lui enlever ça. Ensuite, faut pas être blessé. Et ensuite, quand t'es pas blessé, si tu pouvais éviter de te faire fumer ta place dans la rotation par le rookie Aaron Nesmith, qui m'a l'air pas dégueu, attention, hein. Lui aussi, il a l'air d'avoir du talent. Bah, c'est pareil, c'est un draft 14, ça aussi, ou 15. Tu te fais passer par un rookie. Attention, Romeo Langford. Hein. Là, il a disparu des plans. Bah, le truc, c'est que t'as pas besoin de lui. Déjà, si t'es Brad Stevens, on a fait tout récemment un apéro sur les Celtics. T'es Brad Stevens, t'as déjà des petits soucis avec tes joueurs stars. T'as Kemba qui donne pas son plein régime. T'as Marcus Smart qui est blessé et tout. T'as tes deux stars, Brown et Tatum, qui font le boulot, mais t'as du mal à vraiment être dans une continuité de une belle spirale de victoire, on va dire. T'as déjà du Peyton Pritchard en petit jeune qui te donne des bons trucs. T'as Aaron Nesmith qui, moi, je trouve, apporte des trucs pas dégueux. C'est le Gérard. Et puis t'as tes petites habitudes musculeuses avec du Semi Ojeley et du Grant Williams et du Robert Williams. Bah, Romeo Langford, en fait, t'es Brad Stevens, tu fais... Ah oui, il est là. Oui, bah il est bien, là, au bout du banc, il est bien. Il est assis, il est bien, il a l'air d'avoir chaud. Fais un package, Danny. Tout à fait. Fais un package, Danny. Vas-y, fous-le dans un package et donnons à ce garçon des responsabilités ailleurs. Parce que là, Boston, c'est shut down. Je pense que c'est mort. Enfin, que c'est compliqué. C'est inquiétant. Ouais.
Attention. Du coup, c'est inquiétant pour lui parce que ça va vite, ça file vite les contrats rookies. Attention. C'est ça. Tu peux vite te retrouver dans le cas de tant de garçons draftés dans le top 20. Salut Garçon. Par monsieur Danny Ainge, et où en fait tu te retrouves et tu te dis genre en fait j'ai plus ma place en NBA quoi, c'est relou, ça peut aller très très vite, tout à fait. Moi le dernier garçon que j'ai évidemment, c'était un freak, peut-être le plus gros freak de sa draft, on attendra à voir ce que ça va donner sur la suite de sa carrière, mais Bol Bol pour le moment c'est plus un nom qu'un joueur quand même. Il y en a eu quelques instants dans la bulle où on a pu s'éclater un petit peu parce que le talent est indéniable, mais là on est dans la case attention quand même, hein. Physiquement, en termes de présence sur le terrain, de ce qu'il est capable de faire, est-ce qu'on est sur un phénomène juste par séquence, ou est-ce que c'est un vrai joueur de NBA? Je veux bien voir. Mais en tout cas, on n'est pas trop sur la trajectoire Michael Porter Jr., si tu veux. Non, c'est compliqué. Hein. Ça, c'est un peu dur. Donc, j'ai un petit dernier, si tu veux. Bah, vas-y. Nassir Little. Allez, on lui donne. Moi, je le mets dans le dernier panier. Désolé, pour l'instant. J'attends. Oui, mais... C'est comme Goga Bitadze, je leur donne du temps. Ouais, allez, pourrait les glisser dans le middle panier encore, mais en bas de middle panier, on va dire. Très bien. Le temps de jeu a pas progressé, il y a des blessés, mais c'est pas forcément à lui. Il y a des blessés là, tu vois, dans l'équipe de Portland et tout comme. Il y a des opportunités, il faut les prendre. Des opportunités, on peut pas dire qu'il ait crevé l'écran. Ah non, mais bien sûr. Non, il lui faut. Il y a eu 2-3 petits flashs où je me suis dit cool et tout, ouais, Nassir Little, mais en fait c'est vite fait quoi. Ah bah on était les premiers le soir de la draft tout à fait à se dire pourquoi est-ce qu'il chute. Peut-être que ça se confirme un petit peu là sur ces 2 premières saisons NBA. Attention. Mais le talent il est indéniable, donc allez, il faut essayer de se reprendre et bien en profiter lorsque les minutes, quelques rares minutes sont données. Te fais pas péter par Derrick Jones Jr. Normalement tu devrais être capable de faire du taf défensif. Peut-être un peu grandir dans la NBA actuelle. On va terminer évidemment avec une dernière question. Je vous la pose et je la pose évidemment à Alex. Dans toute cette cuvée sophomore, vu que là on arrive à mi-saison et sur la deuxième partie de saison, il y a vraiment un joueur, un truc, tout de suite quand je te dis un sophomore, qui t'as hâte de suivre? Lugansdort. Très bien. Ouais, Lugansdort, franchement, je suis sûr qu'il va faire une belle carrière et longue. Et que dans des années, on va être là, genre. Qui avait vu Michael Jordan? Non, mais dans des années, on va être là, genre. Tu vois, du genre. Ils avaient quoi, les Knicks champions en titre? Ah, bah, ils avaient Lugansdort dans l'air. Bah ouais, bien joué. Tu te rappelles comment il a muselé CJ McCollum, là, en finale NBA contre les Blazers? Il a pas bougé, hein. En finale de conf, Thunder Blazers. Non, moi j'adore, gros fan. Très bien. Bah écoute, évidemment, moi je vais suivre de très près ce qui se passe avec DeAndre Hunter à Atlanta, mais sinon au plus global évidemment, Ja Morant, on y va, on monte d'un calibre, ça va pousser à l'ouest, ça va pousser avec Zion, ça va pousser avec d'autres garçons. Memphis en playoff, c'est pas une garantie, hein, loin de là. Il y a un play-in tournament à aller chercher, il y a un garçon bourré de talent, on y va. Ça n'a pas été facile physiquement, mais là c'est bon. On a bien retrouvé le rythme. On revient, et donc moi je veux revivre les dingueries de la saison dernière sur la deuxième partie de saison, où en fait la salle de Memphis c'est une dinguerie, même s'il n'y a pas beaucoup de public, et au juste popcorn time quoi. Parce que j'ai pas eu trop de popcorn time de Ja Morant. Non, c'est vrai. J'en ai envie. Okay. Dites-nous ce que vous pensez évidemment de cette grosse cuvée sophomore sur cette saison NBA 2020-21. Si vous êtes sage, on fera la même chose avec les rookies prochainement. Dans tous les cas, on vous fait des bisous, bon courage avec vos sophomores et à très vite sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Ciao. Bisous, ciao.